Bonjour, bienvenue dans cette table ronde autour de la question de l'entrepreneuriat et des personnes handicapées. Donc, chef d'entreprise et handicap, est-ce que c'est une fuite en avant ou est-ce que c'est un véritable choix? Donc, pour cette table ronde, je suis très très bien entourée. Et je vous propose d'abord de rencontrer mes comparses pour cette table ronde. Et priorité à vous, Madame Cravette. Merci. Donc, Sophie Crabette, je représente aujourd'hui la commission emploi du CNCPH que j'anime avec notre présidente Martine Vigneault et Thomas Fauvel, un autre assesseur, et une commission donc, qui est très diverse, composée d'associations, d'organisations syndicales et aussi entrepreneurs d'ailleurs qui sont là, puisque HUP fait partie de notre commission. Eh ben, c'est parfait, je ne pouvais pas mieux faire. Transmission, alors HUP. Alors peut-être honneur à notre président qui est à ma droite. Bonjour à tous, Amou Bouakaz, entrepreneur, président de cette association dont le but est de mettre en exergue, mettre en évidence, mettre en lumière les entrepreneurs handicapés et tâcher de promouvoir leur place dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, je suis Pauline Arnaud-Blanchard, directrice générale de HUP Entrepreneur, qui est donc le premier réseau pionnier pour soutenir l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. Ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et alors, vous n'êtes pas venu complètement seul, puisque vous êtes venu avec un entrepreneur dans la poche, Monsieur Dalmas. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Jérémy Dalmas, entrepreneur. J'ai monté une société de café et de traiteur donc en 2018. Et j'ai été accompagné donc, par l'association HUP quasiment depuis mes débuts. Ouais, merci beaucoup. Et puis pour finaliser ce tour de table, Monsieur Defoy. Bonjour, Hugues Defoy, je suis directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGFIP. L'AGFIP, c'est le Fonds de développement de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc notre job, c'est d'essayer de faire en sorte que les personnes accèdent à l'emploi et le conservent. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de représentants autour de cette table. Ma première question, et je la lance d'abord à vous, Madame Crabette, mais à qui voudra bien y répondre, peut-être un petit état des lieux sur les personnes handicapées et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que l'entrepreneuriat apparaît comme une voie facile, difficile, et pourquoi? Alors, elle reste une voie difficile pour les personnes en situation de handicap, même si elles sont quand même de plus en plus nombreuses à se lancer sur la voie de l'entrepreneuriat. Mais on voit que celles qui se lancent, c'est souvent des personnes qui étaient déjà en emploi et moins finalement les demandeurs d'emploi de longue durée ou de plus longue durée qui hésitent, qui peut-être ne sont pas suffisamment accompagnés sur ces projets et qui manquent alors peut-être de budget, mais aussi sans doute d'accompagnement plus technique pour pouvoir franchir le pas de l'accompagnement. Contrairement à ce qu'on peut penser aussi, souvent plus de femmes qui se lancent dans la création d'entreprises pour les personnes en situation de handicap, mais après des rencontres un peu, on va dire un petit peu les mêmes freins, la solitude. Malgré tout, beaucoup d'entre elles mettent en avant que leur handicap est un frein dans leur entrepreneuriat. Donc ça aussi, c'est peut-être des choses qu'on a à travailler. Alors, on n'enlèvera pas la situation de handicap, mais peut-être pour soulager certains entrepreneurs dans l'accompagnement une fois que la création est faite, mais plus au long cours. Voilà un petit peu la situation aujourd'hui. Alors avant d'en venir aux freins, peut-être, quelles sont les premières motivations? D'où vient l'envie? Est-ce que c'est nécessité, comme on l'a évoqué au début? Est-ce que c'est une vraie motivation des personnes qui souhaitent entreprendre, peut-être à HUP? Un mot, effectivement. Alors merci Madame Cravette pour la présentation de cet enjeu de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Et merci à la GFIP aussi, qui a établi dans son dernier tableau de bord en avril 2021 qu'ils sont bien 80 000. 80 000, c'est bien 8% de la population active qui fait ce choix d'entreprendre. Et on observe un mouvement de création d'à peu près 8 000 personnes par an qui tentent cette aventure, avec évidemment tout un environnement d'entraide, la GFIB, un certain nombre d'acteurs qui sont là pour entourer ces entrepreneurs, HUP et bien d'autres encore. Les freins d'accès et les motivations à entreprendre, nous, chez HUP Entrepreneurs, on a eu l'occasion peut-être de creuser davantage cette question à travers une étude, l'ENATI, l'étude nationale des TIH, qui nous a permis d'interroger 540 dirigeants en situation de handicap, de confronter ces résultats avec des chercheurs en matière d'entrepreneuriat en général, donc des chercheurs que je remercie à cette occasion, des chercheurs d'HEC, des chercheurs de Polytechnique, des chercheurs de Paris-Dauphine, et qui ont mis en exergue que oui, bien sûr, une part des personnes en situation de handicap qui entreprend par nécessité, certains diront par dépit,
D'autres entreprennent par opportunité, mais la part entre ces deux raisons, entreprendre par nécessité, par dépit, ou entreprendre par envie, par opportunité, n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, différente que dans l'entrepreneuriat classique. Les faits générateurs, les faits de vie peuvent être différents, puisque les parcours de vie le sont nécessairement, mais on observe, et les chercheurs observent, cette même dichotomie entreprendre par nécessité, entreprendre par opportunité, chez les entrepreneurs en général. Ça fait complètement partie de la sociologie qu'on observe en matière d'entrepreneuriat. Et ça, c'était quelque chose pour nous d'important à rappeler, même si, encore une fois, les parcours de vie, les situations de vie qui précèdent l'acte d'entreprendre peuvent être évidemment extrêmement différentes pour les personnes handicapées. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question. Dans quel secteur, dans quelle filière, dans quel type d'entreprise entreprennent ces 80 000 entrepreneurs? Est-ce qu'on a un témoignage sur la typologie? De mémoire, le commerce, les services à la personne, beaucoup, et l'action sociale. Et j'en oublie un autre, le volet informatique, c'est les trois gros domaines. Ensuite, c'est plus diffus en termes Donc, on est plutôt dans le tertiaire oui, tout et à dans fait. le service. Oui. Et plutôt, en tout cas en ce qui concerne les projets qui sont accompagnés par la GFIP, le dispositif qu'on met en place, alors peut-être aussi pour répondre à la question, que ce soit par opportunité ou par envie d'entreprendre, ce que fait la GFIP, c'est que la création d'activités, c'est de l'accès à l'emploi. Donc évidemment, nous, on soutient la création d'activités au titre justement de l'accès à l'emploi. Et l'idée, c'est que la personne, elle crée par envie d'entreprendre ou par entre guillemets, nécessité, on fasse en sorte de sécuriser au maximum son projet. Alors, pour répondre à votre question, nous, ce qu'on constate sur les créations qui sont financées par la GFIP, puisque nous avons une aide à la création d'activités qui représente 5 000 € pour aider justement au démarrage de l'activité. On a un dispositif qui est mis en place principalement avec les boutiques de gestion qui permet justement d'accompagner le créateur jusqu'à sa création. On propose aussi un suivi post-création d'activité. L'aide de 5 000 €, c'est bien une aide. C'est pas un prêt, donc on ne rembourse pas. C'est une aide qui est donnée à la personne. Et on travaille aussi avec Entrepreneurs de la Cité dans le cadre d'un partenariat qui permet de financer les assurances qui sont évidemment obligatoires pour exercer, considérant que c'est parfois plus compliqué quand on est en situation de handicap d'avoir accès à l'assurance. Ce qu'on constate alors c'est à peu près ce qu'a évoqué Sophie Crabet sur la nature des activités, c'est quand même plutôt très majoritairement des petits projets avec des plans de financement qui sont effectivement assez modestes et où la part de la GFIP, 5 000 €, peut parfois représenter effectivement une part significative du plan de financement au démarrage du projet. Alors là, c'est la présidente du réseau Entreprendre qui parle. On a évoqué les freins. Alors, c'est dur pour n'importe quel entrepreneur d'entreprendre. On a eu l'occasion d'avoir un certain nombre de témoignages. Mais quelles sont les difficultés qui viennent en plus pour les personnes en situation de handicap? Parce qu'on pourrait penser que sur certains sujets, comme l'informatique ou le travail à distance, finalement, on remet peut-être les pendules à l'heure. Alors, est-ce que cette idée est-elle fausse? Est-elle vraie? Voilà, quelle est la nature des difficultés que rencontrent les personnes handicapées et avec quel public? Alors, nous, effectivement, toujours dans le cadre de cette étude nationale des TIH, pour lequel la GFIP a été partenaire, pour lequel la Fondation Malakoff Humanis Handicap a été partenaire, nous a permis d'interroger 540 dirigeants en activité en situation de handicap. Ce qui a été mis en évidence en termes de freins, pour répondre à votre question, c'est effectivement 4 freins d'accès vraiment spécifiques, ou disons ressentis encore plus chez ces publics-là comparativement à d'autres publics d'entrepreneurs, que sont les 4 freins suivants. Le premier, c'est bien sûr un frein lié aux connaissances, au bagage culturel pour entreprendre. L'appréhension du monde du business, de ses codes, de ses acteurs, et aussi quelque part le bagage de compétences nécessaires pour évaluer sa prise de risque lorsqu'on entreprend. À corréler bien sûr au niveau d'études constatées chez les personnes en situation de handicap. Et là évidemment tous les acteurs mentionnés par exemple par Hugues, BGE et son offre de formation, tous les acteurs de l'accompagnement, de l'incubation ont leur rôle à jouer pour compenser ce frein. Mais le compenser de manière, je dirais, encore plus accrue. Le second frein identifié dans cette étude, c'est un frein inhérent aux conséquences induites par le handicap sur ce qu'on appelle le mindset de l'entrepreneur, sur la confiance qu'il a en lui, en son propre avenir, en son propre potentiel entrepreneurial, et quel a été ou non son historique d'acceptation de son propre handicap dans ce choix de vie d'entreprendre. Donc, quelque part, de travailler sur cette acceptation et
accepter pleinement, organiser pleinement les conséquences induites par le handicap en termes de délégation, d'accès à la formation contraint, de mobilité contrainte. Comment j'ai intégré dans ma manière de fonctionner en tant qu'entrepreneur ces conséquences-là. Et je sais fonctionner de manière performante malgré toutes ces conséquences-là. Le troisième frein identifié dans cette étude, c'est le manque de réseau professionnel inhérent à l'isolement, ce que vous indiquez aussi, hein, Hugues. C'est effectivement cet isolement géographique. Beaucoup des entrepreneurs interrogés dans l'INATI sont plutôt dans des zones rurales, peu en périurbain et encore moins en urbain, et donc peuvent souffrir de cet isolement pour accéder aux ressources, à l'écosystème, à tout instant à mobiliser pour réussir ces choix d'entrepreneuriat. Et enfin, un quatrième frein inhérent au profil, je dirais, financier de ces entrepreneurs, qui, contrairement à l'entrepreneuriat au féminin, le rapport il est totalement inversé. Là où dans l'entrepreneuriat au féminin, 93% des femmes qui créent apportent en fonds propres et mettent au pot elles-mêmes pour démarrer leur boîte, eh bien, chez les personnes en situation de handicap, dans l'étude Enati, c'est exactement l'inverse. 7% d'entre eux seulement ont eu la capacité d'apporter en fonds propres pour démarrer leur projet. Et c'est normal puisque 80% d'entre eux sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Donc avec 900 € par mois, envisager de mettre au pot plusieurs milliers d'euros pour démarrer son activité, même une petite activité individuelle, c'est quand même compliqué. C'est bon. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit témoignage peut-être d'un entrepreneur sur le sujet ? Oui, là je vais parler du coup de mon cas à moi. Effectivement, les freins, j'ai pu les rencontrer en termes de réseau, de mindset d'entrepreneur, parce que j'ai pas forcément eu des études à ce niveau-là. Après, j'ai eu la chance d'être salarié, donc de pouvoir faire des économies. Donc par rapport à la mise au pot au départ, j'ai participé grandement. Et j'avais pas connaissance de ces rapports de 93% de personnes qui ne pouvaient pas mettre au pot en fait, au départ de l'entrepreneuriat. Donc c'est révélateur effectivement de grosses difficultés au départ quand on veut entreprendre. Concrètement, on n'a pas d'argent à entreprendre, c'est difficile. L'aide de la GFIP de 5 000 €, du coup, c'est vraiment un bon coup de pouce de départ. J'ai la chance d'être en zone urbaine, donc j'ai pas mal d'inconvénients du fait de mon handicap, des choses comme ça, mais à côté de ça, je suis peut-être un cas à part. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste votre handicap pour les personnes qui moi, j'ai un handicap visuel et de fatigue chronique, donc de capacité de travail un peu réduite, on va dire. Après, voilà, c'est l'acceptation de ça aussi, comme tu le disais, Pauline. Je tutoie Pauline parce que je la connaissais bien. Donc, accepter de savoir ce qu'on est en mesure de faire, ce qu'on est en mesure de déléguer. Mais c'est quand même l'entrepreneuriat, c'est créer un bébé. Donc, déléguer, c'est toujours un peu difficile. Donc, on apprend avec le temps. Et pour revenir à la question de départ, est-ce qu'on fait ça parce qu'on est au pied du mur et qu'on n'a pas le choix, ou est-ce qu'on fait ça par envie d'entreprendre ? Moi, pour mon historique personnel, c'était vraiment un mélange d'émotions. Arrivé à un certain âge, j'avais 35 ans, j'avais fait une petite carrière dans l'assurance, mais je tournais en rond. Et un peu comme beaucoup de monde qui souhaite un peu faire les choses par elle-même, prendre son destin en main, réaliser des choses et être fier de ce qu'elle fait, je me suis dit, je vais créer une entreprise. Et à la fois, j'avais pas, on ne me proposait pas dans mon travail de m'épanouir. Donc c'est plus aussi ce côté-là qui m'a poussé à le faire. Donc à la fois, je suis effectivement travailleur indépendant handicapé, mais à la fois, j'ai été chanceux d'avoir réussi au préalable à travailler dans une entreprise, à faire une pseudo-carrière, sans parler de plan sur la comète, mais du coup, c'est mon cas particulier. Donc, et aujourd'hui, vous êtes heureux d'avoir franchi le pas? Plus qu'heureux. Je suis loin d'avoir réussi. J'ai des difficultés au quotidien, et là, avec la crise sanitaire que tout le monde a connue, dans mon secteur d'activité en particulier. Mais je suis très heureux d'être dans cette situation d'inconfort, plutôt que d'être dans une situation de confort derrière un bureau à m'ennuyer finalement. Donc, il est précieux ce témoignage d'y être allé. Je crois que Monsieur Defoy voulait ajouter un élément.
Si vous parliez des freins, il y a quelques années, ça commence à dater un petit peu maintenant, mais on avait fait une étude justement sur les créations d'activités qui étaient aidées financièrement par la GFIP. Alors, juste un mot aussi de ce que ça représente. C'est en gros, on en fait 3500 par an. L'année dernière, on en a fait évidemment un peu moins. Alors, surtout au premier semestre où ça a été très compliqué. Ça remontait un peu au second semestre. On en a fait 3099 l'année dernière. Et puis après, je reviendrai sur une aide exceptionnelle qu'on a mis en place parce que la situation de crise, elle a quand même été très compliquée pour les entrepreneurs. Mais je reviens à cette étude. Il avait été mis en évidence que les entreprises qui avaient été créées par des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, elles n'étaient pas moins pérennes, voire le taux de pérennité à 3 ans, il était un petit peu supérieur au tout public. Donc ça veut dire que quand on est en situation de handicap, il peut y avoir des choses particulières à gérer, mais j'allais dire comme pour les salariés, la gestion de la singularité. J'en profite d'ailleurs aussi pour rappeler que quand on crée une entreprise en tant que bénéficiaire de l'obligation d'emploi, on est éligible à l'ensemble des aides de la GFIP. Ça veut dire que si on a un besoin particulier d'une aide technique, d'un aménagement de situation de travail, voilà, quoi que ce soit, évidemment, il ne faut pas hésiter à solliciter la GFIP. Mais c'est important de souligner que ce qui avait été mis en évidence, c'est que voilà, le fait d'être en situation de handicap ne signifie pas que l'entreprise elle aurait une moindre pérennité que si on est une personne valide. Ce que je comprends même un peu supérieur. Tout à fait. C'est un message important. Oui, M. Bocaz. Oui, la devise d'HUP, c'est handicapé sûrement, entrepreneur avant tout. Combien d'entrepreneurs qui ne sont pas handicapés, on aurait pu très bien enlever le mot handicap au titre de cette table ronde, et elle aurait pu très bien faire l'université d'été du MEDEF. Il y a un entrepreneur, pourquoi est-ce qu'il entreprend ? Moi, le premier truc qui me plaît, c'est que j'ai pas de patron. Ouais, bon sang, c'est super. Combien de personnes autistes, par exemple, qui ont beaucoup de mal à trouver un boulot, qui ont des têtes bien faites et qui se trouvent très heureux de pouvoir faire du consulting parce qu'ils n'ont pas de patron. Et puis, l'entrepreneuriat des personnes handicapées se trouve, comme l'entrepreneuriat en général, bouleversé par la nouvelle donne post-Covid. Moi, j'ai adoré le Covid. J'ai pu faire des zooms ou ce que vous voulez à distance avec des tonnes de gens, là où je me prenais des poteaux en me déplaçant. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant. L'entrepreneur handicapé, c'est un entrepreneur qui a développé presque d'emblée, sur sa carte mère, la capacité de s'adapter. Et j'attire votre attention sur un public très important qu'on essaie d'adresser, mais qui n'est pas forcément très bien adressé. Moi, je suis une espèce en voie de disparition. Je suis un aveugle de naissance. On va bientôt trouver une place au zoo. Les grands pourvoyeurs maintenant de handicap, c'est les personnes après 50 ans. Et après 50 ans, quand on est entrepreneur, on peut devenir handicapé. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Si personne ne vous tend la main, l'entreprise périclite, et non seulement la personne, l'ancien patron perd sa boîte, mais souvent il y a des salariés derrière. Et donc notre grand enjeu, ça va être d'essayer aussi d'adresser cette population-là, qui n'est pas handicapée, mais pour laquelle le handicap survient en cours de vie, et dont le défi va être de pouvoir garder ou faire fructifier son entreprise. Le premier start-upper, c'était un Français, c'était un handicapé. C'était Louis Braille. Il a une start-up qu'il a créée dans les années 1820 et ça marche toujours. Ça marche toujours. Alors, si j'entends bien le message, au fond, entrepreneuriat handicapé ou entrepreneuriat tout court, on se pose la question pour rajouter handicapé à la fin. Et donc, du coup, ma question, c'est est-ce qu'il faut aujourd'hui, pour une personne handicapée qui souhaite entreprendre, être forcément accompagnée par un réseau spécialisé sur le handicap ? Et qu'est-ce qui explique qu'on ne voit pas plus de personnes handicapées à la station F, accompagnées, je sais pas, au Galion, au MEDEF, que sais-je. Voilà. Qu'est-ce qui fait que si ces personnes handicapées réussissent mieux que d'autres entrepreneurs, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on ne les sort pas d'un cocon de protection des personnes handicapées ? Alors, je dirais une réponse qui me vient tout de suite, c'est que évidemment, ça serait une grande fierté que des réseaux spécialisés comme le nôtre, comme HUP, disparaissent ou se déplacent pour être utiles ailleurs. Ça serait évidemment une grande fierté. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, puisque
autour de cette table et également au sein du CNCPH, il y a de très nombreux entrepreneurs en situation de handicap brillantissimes qui sont lauréats du réseau Entreprendre Paris, qui sont à la station F, quid bientôt d'une station H, n'est-ce pas ? N'en déplaise à Monsieur Niel, que nous alpagons régulièrement à ce sujet sans avoir nécessairement de réponse. Donc, il y en a déjà et ils ouvrent, je dirais, la voie à ce que doit être l'avenir. Nous, l'avenir tel que nous le rêvons, c'est justement un environnement totalement inclusif où entreprendre avec son handicap, ça sera absolument monnaie courante et on retrouvera ces thématiques à la station F, dans n'importe quel incubateur de France et de Navarre. Et du point de vue HUP, et je pense que la GFI partage aussi, on se réjouit justement de programmes comme le programme Rebond TIH que nous avons déployé depuis le mois de septembre 2020 qui donne l'occasion de travailler avec des réseaux généralistes comme le réseau Entreprendre Paris, comme Second Souffle, comme 60 000 rebonds, Crésus, qui sont des réseaux totalement généralistes, le handicap, ils ne connaissent absolument pas ou de très loin, et qui ont envie complètement d'intégrer dans leur écosystème ces entrepreneurs. Et je pense que l'avenir et l'environnement changent en ce sens et que c'est très bien, parce que la vraie inclusion, c'est justement que les entrepreneurs en situation de handicap aient parfaitement le choix de se dire qu'est-ce qui me va et de quoi j'ai besoin. Et c'est à eux de décider, c'est eux les acteurs de leur parcours. Vous touchez du doigt un paradoxe en apparence qui est, dans toutes les tables rondes, ça va affleurer, c'est que les personnes handicapées, elles aspirent en même temps à être vues dans leur singularité et appréciées dans leur singularité, et elles souhaitent aussi être indifférenciées. Donc c'est tout le paradoxe. Mais finalement, c'est pas une contradiction. Moi, je suis handicapé, mais je suis un alumni télécom et il m'arrive d'aller aux réunions des alumni télécom et je culpabilise ni dans un cas ni dans l'autre. Il faut qu'on arrive à trouver des moments où on peut se ressourcer entre pairs, quelle que soit finalement sa situation. Et j'imagine que notre restaurateur, il est très content d'aller dans des clubs de restaurateurs pour parler cuisine. Alors qu'avec moi, il va parler cécité, dispositif de lecture d'écran. C'est important de rappeler, mais je pense que c'est vrai pour tout entrepreneur. Le fait d'être accompagné, c'est quand même très important parce qu'il y a effectivement quelques bonnes questions à se poser. Le fait d'être suivi, le réseau. Alors, Pauline en a parlé, je crois que ça c'est absolument fondamental. N'importe quel chef d'entreprise vous dira qu'il a besoin d'un réseau, qu'il soit handicapé ou pas handicapé. Donc c'est vrai qu'on travaille avec HUP, la GFIP, sur ce programme Rebond TIH. Alors la GFIP, elle a aussi mis en place une aide exceptionnelle au moment de la crise Covid, et on s'aperçoit que finalement, en 2020, on a aidé financièrement 6 000 entrepreneurs qu'on avait accompagnés à la création et qui ont eu besoin justement de faire un point de situation pour, et c'est l'esprit aussi de ce qu'on fait avec HUP sur Rebond TIH, pour voir comment on appréhendait la crise et surtout quelle stratégie on mettait en place pour s'en sortir. Alors, ça vaut pour les personnes en situation de handicap, ça vaut évidemment pour les autres. Donc, la nécessité d'être accompagné, la nécessité de fonctionner en réseau, et puis voilà, moi je suis assez d'accord. Le sujet du handicap, c'est la gestion de la singularité, mais aussi c'est le fait de pouvoir faire comme tout le monde, et surtout d'avoir accès à tout ce qui est mis en place pour tout le monde, comme tout le monde. Voilà. Oui, vous vouliez dire... Oui, ce qui est important aussi, Amou disait que le handicap intervenait très souvent à partir de 50 ans. Et il y a aussi un frein qui s'est dit, à 50 ans, est-ce que vraiment je vais pouvoir me lancer dans une création d'entreprise ? Donc ça, c'est des choses qui doivent être accompagnées. Et notamment quand on est demandeur d'emploi, la création d'entreprise, c'est pas forcément quelque chose dont on entend parler tout le temps. Et c'est pas quelque chose qui est forcément promu par votre conseiller, parce que vous, c'est pas quelque chose que vous amenez dans votre projet professionnel, pas parce que vous ne sentez pas l'envie d'entreprendre, mais parce que vous ne savez pas par quel bout le prendre. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans les endroits où on commence à donner de l'information sur comment on peut créer son entreprise, etc., ça ne va pas amener des centaines de créateurs d'entreprises, mais pour certains, c'est le déclic d'accompagnement, d'information dont ils avaient besoin et qui manque encore beaucoup aujourd'hui. Et concernant les accompagnements, il me semble aussi qu'il y a certains types de handicaps qui ont besoin d'un accompagnement spécifique qu'on ne propose pas encore aujourd'hui dans les accompagnements classiques. Certains qui peuvent avoir besoin d'un accompagnateur dans la rédaction de projets et qui freinent finalement le dépôt d'un projet qui pourrait être intéressant parce que la personne a les contacts, a les idées, mais par contre, il n'y a pas la possibilité de le formuler. Et là aussi, on a sans doute à aller encore plus loin dans les choses qu'on peut proposer sur la création d'entreprises.
Donc je comprends qu'il y a d'abord une sensibilisation à faire partout, à rendre accessible cette information, ça c'est très net. Ensuite, évidemment, être accompagné. Et il existe de très nombreux réseaux d'accompagnement, et spécialisés sur des projets de plus petite taille comme BGE, sur des projets de croissance, sur des projets thématiques aussi. Donc il en existe énormément et il faut se renseigner partout où on peut. Les collectivités sont très porteuses de l'information aussi. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas assez. Il y a peut-être un élément à dire sur entreprendre, ça peut prendre 1000 formes différentes. Effectivement, créer déjà sa propre activité, mais aussi entreprendre dans l'associatif. Créer une association, c'est déjà être entrepreneur. Et on a aujourd'hui de plus en plus de dispositifs qui accompagnent les entrepreneurs dits de l'ESS, ce qui est important et qui peut peut-être rassurer là aussi parce que la prise de risque sur ses fonds propres est un petit peu moindre au départ. Et puis peut-être rassurer sur et si on rate son projet entrepreneurial. Quelle est la prise de risque ? Je pense que c'est important. Monsieur Dalmas disait qu'il était très heureux de le faire, et ce sans pouvoir dire aujourd'hui qu'il était en situation de réussite. Je ne sais pas qui peut jamais dire qu'il est en situation de réussite, hein, c'est un sujet, mais au fond, est-ce que la question, c'est pas, on découvre beaucoup de choses dans le chemin de l'entrepreneuriat, et au fond, l'atterrissage, certes, il peut être plus ou moins dur, mais il y a beaucoup de matelas qui existent. Vous parliez de 60 000 rebonds, il y a beaucoup de systèmes pour atterrir. Ça m'intéresse de pouvoir quantifier cette prise de risque. Au fond, si ça ne marche pas, est-ce que le chemin, on aura... Et je vous souhaite que ça marche, hein, que ce soit bien clair. Mais voilà, comment vous vivez cette possibilité de ne pas arriver là où vous souhaitez arriver ? C'est une donnée à prendre en compte, je pense, dès le départ. Tout entrepreneur, il généralement fait un peu un pari sur ses croyances, ses valeurs et se lance dans un projet. On se dit se lancer dans un projet, on se dit pas... on dit miser sur une option. Enfin, il y a vraiment une notion de jeu, même si effectivement on joue avec des choses concrètes et les enjeux finaux sont assez importants. Mais moi je le vois comme ça. On vit qu'une fois. Enfin, je ne vais pas te faire de grands discours philosophiques, mais moi je l'ai vécu comme ça en tout cas, à me dire que je vis qu'une fois et que mon projet entrepreneurial, j'allais le vivre jusqu'au bout et sans regret. Après, effectivement, chaque situation peut être différente. Pour revenir à l'accompagnement, chaque handicap est différent et chaque parcours dans le handicap est différent. Moi, c'est arrivé en cours de vie. Un mou, c'est différent, c'est de naissance. D'autres, ça va arriver plus tard dans leur vie. On peut avoir un handicap moteur, physique. On peut avoir un handicap visuel, un handicap cognitif. Donc ça aussi, le rôle de l'accompagnateur, la structure accompagnante est très importante. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a besoin de réseaux spécifiques à l'accompagnement des travailleurs. Voilà, ce qu'on dit, c'est que c'est un défi, mais c'est pas un frein. Il faut surtout pas s'arrêter à ça si on a le désir d'entreprendre. Quel que soit le parcours dans le handicap, il ne faut pas que ça soit un frein. Il y a des structures qui existent et après, ça tient effectivement à la personnalité de l'entrepreneur qui est en situation de handicap, oui, mais au départ, il a cette motivation et ce goût du risque un petit peu aussi. Et puis mettre toutes ces chances de son côté. Voilà, c'est extrêmement important. On l'a dit, il y a des dispositifs, il y a des aides, il y a des acteurs. Certains sont autour de la table. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester aussi dans la méconnaissance de ce qui peut à un moment donné être mobilisé et être utile. J'insiste sur la problématique de la compensation du handicap. S'il y a quelque chose de particulier à faire en matière de compensation, on le fait pour un entrepreneur, qui soit d'ailleurs bénéficiaire, qui soit un créateur en situation de handicap, ou bien, je crois qu'Amou l'a évoqué tout à l'heure, on a un sujet autour des chefs d'entreprise à qui, à un moment donné, il peut arriver un pépin de santé. Et il faut tout faire, évidemment, pour qu'ils puissent rester en activité. Et là, c'est pareil, on peut les accompagner. Ça devient une problématique de maintien dans l'emploi, si je puis dire, au même titre qu'un salarié. Donc, il y a des enjeux forts à ce que les chefs d'entreprise connaissent tout ce qui est possible, utile pour eux de mobiliser dans ce genre de situation pour
ne baissent pas les bras et finalement, ils n'arrêtent pas leur activité du fait qu'à un moment donné, on n'aurait pas mobilisé ce qu'il aurait fallu mettre en place pour que ça fonctionne. Alors, un dernier mot, parce que je crois qu'on arrive à la très fin. vite, juste peut-être demander une solidarité entre les entreprises, puisque la déclaration de l'obligation d'emploi permet justement aux entrepreneurs en situation de handicap de donner, quand ils effectuent un travail, de permettre à l'autre entreprise une déduction dans le cadre de son obligation d'emploi. Donc voilà, faire de la promotion, vers l'entrepreneuriat, qu'il y ait une solidarité entre les entrepreneurs aussi qui puissent se mettre en place. Bien, ça tombe dans l'oreille d'une entrepreneur. Un dernier mot. Un dernier mot, juste pour dire déjà aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux entrepreneurs et dirigeants, soyez audacieux comme doit l'être un entrepreneur, c'est-à-dire explorer tout ce que ces réseaux d'accompagnement, le nôtre, mais aussi tant d'autres, ont à vous offrir. Et puis tester, combiner. Il n'y a pas une solution peut-être qui convient, c'est peut-être la combinaison de plusieurs solutions et plusieurs accompagnements qui va vous enrichir. Donc il ne faut surtout pas hésiter à pousser ces portes. Et elles sont là, elles sont grandes ouvertes pour vous accompagner. Le deuxième point, c'est aussi d'adresser un mot aux incubateurs, aux réseaux comme Réseau Entreprendre Paris, mais d'autres, que justement, que ces réseaux-là non plus n'aient pas peur d'accompagner ces entrepreneurs parce que le handicap est inconnu, que justement des réseaux plus spécialisés et des acteurs comme la GFIP sont là pour aussi accompagner ces acteurs d'accompagnement. Vous voyez, accompagner l'accompagnateur. Et qu'ensemble, on peut combiner des savoir-faire très riches pour l'entrepreneur qui est au centre de tout ça. Et enfin, le troisième point, c'est juste de dire que si vous voulez connaître des entrepreneurs en situation de handicap, que vous soyez entrepreneur, entreprise, rendez-vous au Trophée H-Up le 2 novembre, où j'espère que vous serez tous présents pour célébrer ces entrepreneurs et ces nombreux talents. Je crois que M. Boicaz voulait dire un petit mot final. Non, ma directrice générale m'a squeezé, donc Ça arrive. encore souvent, c'est elle qui fait le boulot, quoi, comme d'habitude. Ça arrive. Je suis un entrepreneur heureux, moi. Et ben voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Entreprendre, c'est vivre plus intensément, hein, on l'a compris. C'est voilà, il existe beaucoup de dispositifs, beaucoup de réseaux d'accompagnement. Ne faites pas ça tout seul. Il existe des solutions pour chaque situation, pour que on vous voit dans votre singularité et dans votre indifférenciation quelque part. Voilà, et voilà, pour plus de bonheur, on peut dire ça comme ça. Donc on va terminer la table ronde là-dessus.